Nous sommes au nord du Pakistan, dans la région montagneuse du Gilgit-Baltistan. Derrière moi se trouve le fantastique système de montagnes Karakorum. C'est l'un des endroits les plus mystiques, mystérieux et beaux de la planète Terre. Et sous mes pieds se trouve l'endroit où les plaques tectoniques se sont heurtées, grâce auxquelles ces montagnes se sont formées. Imaginez, le mouvement des aciers se poursuit aujourd'hui. Il bouge de 5 cm chaque année. Cela conduit parfois à des tremblements de terre et à des phénomènes naturels incroyables. Les lignes de collision des plaques sont considérées comme des lieux de force extrême. Les gens ici croient que les phénomènes surnaturels et les anciens mystères régissent la vie des gens. On dit qu'à la jonction des plaques de temps anciens vivent les chamans les plus puissants, capables de communiquer avec les esprits et de prédire l'avenir. Les habitants collectent l'or des rivières de montagne. Et les descendants des rois gardent les secrets de la longévité. Nous partons pour une incroyable expédition en montagne pour découvrir tous les secrets de ces lieux. Nous volerons à la recherche des rivières dorées, tenterons de découvrir les secrets de la longue vie et trouverons les chamans les plus puissants de la planète. Volons! Nous allons maintenant voir le Gilgit-Baltistan à vol d'oiseau. Survoler ces endroits en hélicoptère et voir certains des endroits les plus pittoresques du Pakistan depuis les airs est une opportunité incroyable. Ce sera juste incroyable. Ce sont ces lieux qui sont associés au pays mystique de Shangri-La, qui gardent les anciens secrets de l'humanité et les secrets de la longévité. Tant d'expéditions se sont rendues dans les montagnes pour tenter de trouver ce paradis sur Terre où se trouve soi-disant la fontaine de l'immortalité. Mais en vain. C'est à notre tour, les amis, d'essayer de trouver la terre mystique de Shangri-La. On dit que c'est quelque part par ici. Peut-être aurons-nous la chance de percer les mystères de l'humanité. Et si nous rencontrons des chamans incroyables, prédisons même l'avenir. Qui sait, ce ne sont peut-être pas que des légendes. Peut-être y a-t-il au moins une part de vérité en eux. Ce n'est pas un hasard si c'est le chaman local qui a prédit l'apparition des avions et des voitures, les appelant chevaux de fer et chariots volants au XVIIIe siècle. Tout s'est réalisé. Je me demande ce que l'avenir nous réserve. J'espère vraiment que cette expédition apportera des réponses à des questions très importantes pour toute l'humanité. Nous sommes au Cachemire. C'est une région unique. Regardez comme c'est beau. Je n'en crois pas mes yeux. Nous nous dirigeons maintenant à travers la vallée de la rivière Hunza vers la capitale de l'ancien royaume Hunza. Et voyons comment les dirigeants vivaient dans ces endroits quand ce n'était pas le Pakistan, mais le pays des rois. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. Non loin du soi-disant point de rencontre de la montagne où convergent les trois plus grands systèmes montagneux, l'Himalaya, l'Hindu Kush et le Karakorum, se trouve un endroit que de nombreux amoureux de la montagne appellent le paradis sur Terre. La mystérieuse vallée de la rivière Hunza qui abrite l'incroyable peuple Hunzakud. Ils disent que ces gens vivent 120 ans et tombent rarement malades. Selon une version, leur petit État aurait été fondé par l'armée du général Alexandre le Grand. Depuis les temps anciens, les Hunzakud vivaient dans des principautés indépendantes gouvernées par des mirs, ou comme nous les appelons, des rois. Même après l'intégration des Hunza au Pakistan, ils ont conservé une partie du pouvoir. Et il y a seulement 47 ans, ils ont complètement perdu le pouvoir et de la dynastie royale sont devenus des gens ordinaires. Mais les rappels de l'époque de la monarchie peuvent être trouvés partout. Il y en a deux qui sont les plus importants, les anciens forts d'Alti et de Balti, où vivaient les rois locaux et d'où ils régnaient. Les descendants des rois vivent encore ici dans la vallée de Hunza. Nous ne manquerons pas de les rencontrer. Mais commençons par le vrai palais royal.
L'Alti se dresse au bord du précipice ressemblant au dur château du Trône de Fer. Il semble que des gardes soient sur le point d'escalader les murs du fort pour garder les habitants de la vallée. Il a 1100 ans. Et il a une histoire unique. Vous savez, dans les royaumes et dans tout gouvernement en général, il y a toujours une lutte et une guerre pour le pouvoir. Et ici, de telles batailles faisaient rage. Le plus célèbre d'entre eux, quand deux fils royaux se sont disputés. Et l'un d'eux, l'aîné, s'est installé à Fort Balti. Et le plus jeune est resté ici, à Alti. Et il a commencé à organiser une guerre contre son frère aîné. Mais le frère aîné a finalement gagné. Et le plus jeune était émuré ici, dans une des colonnes de ce fort. Puis, ils ont puni comme ça. Vous pouvez également prêter attention à une caractéristique très intéressante. Ces couches de bois, ces amortisseurs de bois. Je les appellerai ainsi entre les parties en pierre du mur. C'est fait pour que ce bâtiment puisse résister à un tremblement de terre de n'importe quelle magnitude. Et il y a eu un tremblement de terre de magnitude 8,5 au Pakistan et le fort a survécu. Bien qu'il ait plus de 1000 ans. Allons à côté et organisons une courte visite. Il est très intéressant de regarder l'intérieur de l'ancien fort et d'imaginer comment vivaient les rois. Et ils vivaient, soit dit en passant, très modestement. Porte qui grince, poutre intérieure médiévale. Les palais des rois locaux ne sont pas Versailles. Au lieu d'or et de marbre, du bois et de l'argile mélangés à du fumier. Et au lieu de couloirs spacieux, des petites pièces avec des minuscules portes. Vous n'allez pas croire où nous sommes, mais c'est la chambre du roi. Voici son lit de fortune. Une couverture et quelques tapis ont été posés ici. Donc, selon nos normes, il n'y a même pas l'odeur du luxe dans ce royaume. Tout cela est resté presque inchangé jusqu'à présent. La chose la plus drôle, mes amis, voyons les toilettes royales. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le roi va aux toilettes. Et il voit un paysage tellement fantastique. Vous regardez vers le bas et c'est juste effrayant à regarder parce que l'abîme est sans fin. Mais ce n'est pas un balcon, ce n'est pas une terrasse, c'est des toilettes. Et par ce trou, la famille royale a répondu à l'appel de la nature. Et tous les produits de la vie humaine qui sont tombés dans ce trou ont coulé là, en bas, et tombé dans la rivière. C'était un égout royal à l'époque. Honnêtement, si j'étais le roi, je n'installerais pas de toilettes ici. J'installerais une super terrasse pour me détendre et profiter de la vie. Et il a fait des toilettes ici. Que puis-je dire? Les rois peuvent tout faire. Les sculptures sont les détails les plus luxueux des forts royaux ici dans la vallée de Hunza, car à part cela, l'atmosphère est très modeste. Mais il y a des détails intéressants. Regardez, nous voyons une croix gammée. Dans un fort en pays musulman, la question est comment est-il arrivé ici? Le fait est que c'est l'un des symboles du bouddhisme et de l'hindouisme. Et avant l'avènement de l'islam, il y avait le bouddhisme ici. La légendaire route de la soie traversait la vallée de Hunza. De nombreux missionnaires et moines bouddhistes ont trouvé refuge ici. En conséquence, la plupart des habitants ont commencé à pratiquer le bouddhisme. Et cette région a joué un rôle important dans sa propagation à travers l'Asie. L'islam est venu sur cette terre plus tard, au XVe siècle. Voilà, cela semble effrayant. Mais devant nous se trouve la même colonne dans laquelle un homme était muré. Et il y a une confirmation de cela. Des ossements y ont été trouvés. Ensuite, il y a eu la restauration. Et le squelette est toujours là. Les lois étaient si dures à l'époque.
Pour tout crime, les dirigeants punissaient rapidement et sévèrement, à la fois plébéiens et nobles. Et pour ces derniers, les condamnations ont été beaucoup plus dures, même si c'est difficile à croire de nos jours. On croyait que les plébéiens ne pourraient pas faire beaucoup de mal, alors ils ont simplement été emprisonnés. Mais un homme de noblesse peut retourner la foule contre le dirigeant, car de telles personnes sont écoutées. Par conséquent, pour avoir désobéi aux autorités, les nobles pourraient facilement être condamnés à mort. Mais même la pendaison n'était pas le châtiment le plus terrible par rapport à l'exécution qui attendait ceux qui osaient attaquer le fort royal. C'est très effrayant. Préparez-vous pour des photos uniques. C'est ici, lieu d'exécution. Les sentinelles ont pris celui qui tentait de prendre la forteresse, l'ont capturé, l'ont emmené à ce point et de cet endroit même, ils l'ont simplement jeté dans l'abîme. Et ça y est, l'homme s'est écrasé. Ça me fait frissonner. C'est tellement effrayant. Une lutte acharnée pour le pouvoir faisait rage entre ces murs il y a plus de 800 ans. Maintenant, pendant la saison chaude, vous pouvez rencontrer des touristes ici. Et toujours gardien du fort, il contribuera à faire la lumière sur les caractéristiques non seulement de cette forteresse, mais de toute la région. Ce fort est situé dans un lieu protégé par la nature elle-même. Il est entouré de montagnes et de gouffres. C'était difficile d'arriver ici. Les montagnes protègent la forteresse, mais nous avons beaucoup entendu parler des chamans et du mysticisme. Comment te sens-tu à propos de ça? Il y a du chamanisme et du mysticisme dans notre histoire. Je dois admettre que de nombreuses prophéties des chamans se sont réalisées. Par exemple, la construction de l'autoroute Karakorum qui est appelée la 8e merveille du monde. Qu'en est-il de prédictions plus globales? En 1860, une partie d'une grande montagne s'est effondrée. Puis un chaman nommé Bulbulpir a prédit que dans 150 ans, il y aurait le même glissement de terrain, mais de l'autre côté de la montagne. Plusieurs des chamans les plus puissants de Hunza ont fait la même terrible prédiction à différentes années. Il s'agissait d'une montagne qui devait se fendre et tomber pour créer un lac incroyable juste dans la vallée. Mais le prix à payer sera des vies humaines. Cette prophétie s'est réalisée relativement récemment. Nous allons maintenant à l'endroit le plus tragique des prophéties des chamans locaux. Mais nous devons d'abord surmonter le chemin à travers les montagnes. Mes amis, nous roulons sur la légendaire autoroute Karakorum. C'est vraiment un bâtiment miracle du monde. Autoroute luxueuse de 1300 km qui traverse la chaîne de montagnes à des altitudes allant jusqu'à 4700 mètres. Je dirais même qu'après la construction de la Grande Muraille de Chine, c'est la deuxième plus grande construction de l'histoire humaine. À de telles hauteurs, les routes ne sont généralement pas construites en principe. 4700 mètres. C'est par exemple légèrement inférieur à la base de l'Everest. Imaginez une route d'une telle qualité là-bas, où ces deux overlays qui se superposent. Et près de la moitié de overlay doit être placé dessus. L'autoroute Karakorum a été construite pendant 20 ans, en raison du terrain, du besoin d'explosion, de glissements de terrain constants et de chutes de pierres. De nombreuses personnes sont mortes pendant la construction. Des dizaines de milliards de dollars ont été dépensés. Quand vous entendez de tels chiffres, la question devrait immédiatement se poser. Et qui en profite? Cela profite à la Chine. Alors les Chinois ont construit cette route et ils ont financé ce projet. Dans les temps anciens, la légendaire route de la soie passait ici et les caravanes transportaient des marchandises. Aujourd'hui, c'est aussi une sorte de route de la soie qui n'est pas encore terminée. L'autoroute Karakorum relie la frontière chinoise à la capitale pakistanaise Islamabad. La Chine et le Pakistan achèveront bientôt la construction conjointe d'un grand projet, Porto Gwadar, près de la frontière avec l'Iran, et la route d'Islamabad. Ensuite, l'autoroute du Karakorum permettra à la Chine de livrer ses marchandises vers les pays arabes et l'Afrique beaucoup plus rapidement et à moindre coût. Maintenant, les navires doivent faire un grand détour autour du continent.
Mais lorsque le projet sera terminé, les camions chinois pourront couper la majeure partie du chemin à travers le Pakistan directement jusqu'à la mer d'Oman. Et pour les voyageurs ordinaires, cette route est un incroyable musée à ciel ouvert. L'autoroute du Karakorum est le seul endroit au monde où vous pouvez voir le majestueux géant 8000 Nanga Parbat, l'un des 3 plus dangereux au monde pour les grimpeurs directement depuis la fenêtre de la voiture. Selon les statistiques, un grimpeur sur 3 ou 4 qui tente de grimper au sommet du Nanga Parbat à la hauteur de 8126 mètres meurt malheureusement. Toute cette force et cette puissance sont très impressionnantes. C'est incroyable qu'à bout de bras on voit un 8000. Nous marchons depuis 2 semaines pour voir l'Everest. Ici, vous allez juste sur l'autoroute et le voici, le 8000. Par l'autoroute pittoresque de la route de la soie moderne, nous approchons du lieu des prédictions chamaniques. Nous approchons du tunnel et avant d'entrer dans le tunnel, l'inscription dit « Amitié du Pakistan et de la Chine ». Rejoindre le projet. Et on ne va pas au tunnel comme toutes les voitures, mais on tourne à gauche. Une route assez raide. Mais c'est exactement comme ça que ça se passait il y a 10 ans. Toutes les voitures ont roulé ici. Seigneur, quelles pierres traînent! Regarde, toutes ces pierres sont tombées dans l'eau. Et ici, il se trouve juste devant nous. Il est donc dangereux de conduire ici. À tout moment, une pierre peut vous frapper. Auparavant, cette route accidentée était la même autoroute du Karakorum, jusqu'à ce qu'il soit recouvert par un énorme glissement de terrain. Ici, la vie de l'autoroute Karakorum a été interrompue. Il a été recouvert d'un glissement de terrain. Vous voyez le poteau, ligne électrique. Et ça va là, plus loin, jusqu'au décombre. Et c'est un lac mystérieux, dont l'apparition a été prédite par plusieurs chamans de la région. Mais l'histoire même de ce miracle de la nature est horrifiante. Il y a seulement 10 ans, rien de tout cela n'existait. Il y avait des maisons sur le rivage, des gens vivaient ici. Il y avait une route, les voitures roulaient. Quand vous le regardez, cela semble être un lac qui s'est formé il y a des millions d'années. Pas du tout. Le 4 janvier 2001, comme les chamans l'avaient prédit, un énorme morceau de roche se brisa et s'écrasa dans la vallée, bloquant la rivière Honza. Voici la gorge. Une rivière de montagne coulée il y a 10 ans. Mais il y a eu un effondrement. On distingue nettement la partie claire du rocher. Cette section est si plate qu'elle ressemble de loin à une piste de ski. Mais imaginez qu'avant, il y avait une partie d'un énorme rocher. Un morceau de roche de 800 mètres de large et de plus d'1 kilomètre de haut s'est simplement détaché et effondré. Ce jour-là, les gens ont entendu un rugissement terrible et une énorme masse de roches est tombée du côté droit. Et puis les pierres ont volé de la gauche. Le rocher s'est effondré et la plus terrible prophétie des chamans s'est réalisée. Ils disaient que lorsqu'un lac d'une beauté sans précédent naîtrait, des gens mourraient. Presque au sommet de la montagne, vous pouvez voir les maisons. C'est la périphérie du village de Haut-Atabat. Et la plupart des maisons se trouvaient sur la partie du rocher qui s'était détachée. Nous voyons les maisons survivantes en haut et des tas de pierres en dessous. Malheureusement, sous ces pierres se trouvent aussi des maisons, ou plutôt leurs vestiges, et 19 personnes y sont mortes. Ceux qui ont été témoins de cette catastrophe décrivent ce jour terrible comme Armageddon. Nous avons entendu une explosion et le sol sous nos pieds a tremblé. Je me souviens avoir crié qu'Atabad était tombé. Les personnes âgées m'ont grondé pour avoir dit de telles choses. Nos parents et nos amis étaient là, mais ensuite ils ont réalisé que je disais la vérité. Tout était dans la poussière. Les gens criaient partout. C'était comme la fin du monde. Il semblait que j'étais mort et entré dans un autre monde. Puis, de très grosses pierres commencèrent à tomber, comme celui sur lequel je suis en ce moment, et même de plus gros. Si vous regardez de plus près, vous pouvez voir les vestiges de certaines maisons. Avant l'effondrement, il y avait une montagne solide sur laquelle se trouvait le village d'Atabat. Mes amis, faites attention. Il y a un certain relief et une certaine couleur.
La roche est sombre et très en relief. Et puis, on voit une pente douce, comme une piste de ski. Et puis, on peut revoir les rochers. Après cette journée tragique, ce point lumineux s'est formé. Que l'on voit, c'est l'endroit où le rocher s'est effondré. Voici Akimja, l'un des habitants du village d'Ataba qui a survécu à une terrible catastrophe. Nous approchons de l'épicentre de l'effondrement. Je peux voir les restes d'un bâtiment. Qu'est-ce que c'est? C'est le territoire du village d'Ataba. Il y avait une maison. Et ici, là où nous nous tenons maintenant, il y avait aussi des maisons. Est-ce qu'ils sont tous tombés? Oui, tout est tombé. Je sais que ça fait mal d'y penser, mais racontez ce jour terrible. Tout a commencé la nuit. Plus de pierres sont tombées de la montagne que jamais auparavant. Et nous avons réalisé qu'il y aurait quelque chose qui n'allait pas. Par conséquent, beaucoup ont commencé à se rassembler et à aller chez des parents. Tout le monde était sûr que c'est dangereux seulement dans notre village parce qu'il est situé sur la montagne. Alors nous sommes descendus dans la vallée. Nous pensions que la chute des pierres n'y arriverait pas. Je dois dire que les chutes de pierres dans cette région montagneuse sont assez fréquentes. Tout le monde y est habitué. Mais personne n'aurait pu imaginer qu'un pan entier de la montagne tomberait. Cela arrive très rarement. Notre maison était dans la vallée un peu à l'écart de la montagne. Alors tous les parents, Fahim et Arsalan avec leur famille sont venus se cacher avec nous. Mais à la fin, notre village a été recouvert d'un glissement de terrain. Toute la maison était recouverte de pierres et de terre. Donc vous étiez fondamentalement pris au piège? Nous ne nous souvenons pas de grand-chose car nous nous sommes évanouis presque immédiatement. Nous avons été retirés seulement quelques heures plus tard. Presque toute la famille était dans la maison. Grand-père, grand-mère, mère, frères et sœurs. Mais seuls nous deux avons survécu. Tout le monde dans cette maison est mort? Oui. Combien de personnes y avait-il? 11 avec eux. Nous avons bu du thé, parlé de la vie. Et puis, nous avons entendu des gens crier dehors et des pierres tomber. Je me souviens que mon frère me tenait la main et ma sœur dans mes bras. Il avait 10 ans et notre sœur en avait 3. Puis vint le choc et je m'évanouis. Quel cauchemar. Et comment avez-vous survécu? C'était un miracle. Quand j'ai vu ce qui restait de la maison, je n'arrivais pas à croire que les enfants pouvaient rester en vie là-bas. Les murs se sont effondrés et le toit est tombé un peu en billets. Ainsi, il restait très peu d'espace dans la pièce qui n'était pas recouverte de pierres. C'est là que se trouvaient les garçons lors du glissement de terrain. Je n'ai pas posé beaucoup de questions devant les garçons parce que je comprends à quel point cela peut les blesser. Et je ne leur ai pas demandé d'aller à l'endroit où tout s'est passé. Mais je vais vous demander, si vous avez la force et la patience de conduire à nouveau jusqu'ici, allons ensemble voir ce qu'il reste de la maison. OK. Nous roulons maintenant sur l'ancienne autoroute de Karakorum, qui était ici avant la construction du moderne, où se trouve le tunnel. Et en fait, l'effondrement a complètement bloqué cette route. Quand cette route était la principale, c'était beaucoup mieux. Dites-moi, mais l'autoroute est très stratégiquement importante, je dirais. Lorsque l'effondrement s'est produit et que la route a été bloquée, comment le problème de transport a-t-il été résolu? Les locaux ont transporté des personnes et des voitures à travers le lac dans de grands bateaux. Il n'y avait pas d'autre moyen. Les habitants ont transformé leurs bateaux en péniches modernes et ils transportaient non seulement des personnes et des provisions, mais même des voitures de transit de camionneurs qui voyageaient entre le Pakistan et la Chine. Ces revenus sont devenus le salut de nombreux habitants dont les fermes et les champs ont été détruits par l'effondrement. Cela a duré 5 ans, jusqu'à ce que l'autoroute cassée de Karakorum soit reliée par un nouveau tunnel.